quotidien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui est un tout petit peu spéciale parce que ce n'est pas mon cadre habituel. Vous n'êtes tout simplement pas dans mon bureau, on est littéralement au sol sur un carreau dans mon salon. Ce n'est pas plus mal parce qu'il fait extrêmement chaud dans la maison, il doit faire 32 degrés je pense là actuellement. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je voulais vous partager un sujet qui change un tout petit peu. Vous allez me voir littéralement beaucoup plus face à face qu'en train de créer. Ça fait un petit moment que je voulais vous parler en fait des choses que je considère indispensables dans mon métier. Vous parler un peu aussi tout l'envers du décor, des outils et tout ce que j'utilise dans la vie de tous les jours pour faire en sorte que le process soit clair, autant pour moi que pour mes clients. Déjà pour ceux qui me connaissent pas ou pour ceux qui viennent d'atterrir sur cette chaîne, bienvenue, je suis super contente que vous soyez là. Je suis Minou, graphiste et brand designer indépendant. J'accompagne les entrepreneurs dans leur conception d'identité visuelle. J'interviens aussi ponctuellement sur des conceptions print ou digitaux en fonction de la demande du client. Alors du coup aujourd'hui ça va être une vidéo, j'espère que ça sera tout aussi intéressante pour vous, pour les personnes qui souhaitent en faire son métier plus tard ou si vous êtes tout simplement curieux de savoir un peu plus. J'ai préparé quelques petits points. Globalement on va commencer par mes indispensables en termes d'organisation. C'est un peu le socle de tout mon fonctionnement finalement dans la vie de tous les jours. En termes d'organisation, l'outil vraiment que j'utilise quotidiennement, autant pour la partie pro que pour la partie perso, c'est ce que j'appelle littéralement mon second cerveau ou second brain parce que c'est là où je note tout, je draft tout, je travaille avec mes clients. Vraiment l'outil de prédilection pour mon organisation dans la vie de tous les jours, c'est Notion, enfin voilà. Globalement, c'est un outil que j'utilise pour m'organiser parce que c'est super intuitif déjà de base, entièrement gratuite. Il y a une fonctionnalité pro, mais pour être honnête, je n'en sais pas forcément plus sur cette partie. En tout cas, pour l'utilisation que j'en fais au quotidien, autant comme je vous l'ai dit pour la partie pro que perso, c'est super intuitif. Je peux autant gérer le studio, l'aspect un peu branding, image de marque, etc. Mes contenus que je poste sur les réseaux sociaux, c'est là où je centralise mes idées, c'est là où je mets aussi en place la stratégie de marque du studio, les objectifs du studio, enfin voilà. J'ai aussi tout l'aspect beaucoup plus B2B, donc beaucoup plus commercial, on va dire. C'est là où je vais avoir une vue d'ensemble de tous mes projets en cours, finalisés, en attente, etc. C'est là où je vais ouvrir et créer les portails clients des personnes avec lesquelles je travaille. Évidemment, c'est une option, mais pour les personnes qui ne sont pas, on va dire, à l'aise avec l'outil Notion, je travaille aussi sur Drive, quand c'est plus optimal. Tout dépend vraiment de la facilité et l'aisance de la personne avec laquelle je travaille, mais globalement, j'essaie d'avoir un maximum de vues 360 sur cette plateforme pour que je puisse centraliser tout. Au début, j'avais une toute autre organisation et c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est devenu indispensable en fait de tout regrouper au même endroit pour tout simplement être optimal dans son travail. C'est vraiment génial comme outil, honnêtement. Tu peux automatiser des tâches, enfin, faut juste avoir la patience et la curiosité pour vraiment réussir à créer quelque chose de carré et qui te ressemble vraiment. D'une personne à une autre, on va pas avoir la même organisation. J'essaie de m'améliorer un peu tous les jours, d'en apprendre un peu plus tous les jours, mais en tout cas pour le moment, Notion, ça me correspond à 100% pour mon organisation. Deuxième point qui me permet un peu dans la continuité, on va dire, de cette organisation, c'est Google Calendar. Je travaille énormément sur Google Calendar, que ce soit pour, encore une fois, je mélange pas mal mon côté perso-pro, même si j'ai deux comptes mail, deux boîtes mail bien distinctes, etc., etc. Je préfère toujours avoir une vue d'ensemble pour éviter de me piétiner. Si j'ai un événement, un voyage, enfin peu importe en fait, ça me permet de tout vraiment mettre à plat et de prioriser, on va dire, une chose à une autre. J'utilise énormément aussi Google Calendar pour tout ce qui est deadline, les appels, les journées bloquées, etc. Je crois que honnêtement, entre nous, je suis une tarée de l'organisation. Je me voyais pas de pas le refléter à travers ma façon de faire. Et de toute manière, c'est simple, si ma vie n'est pas organisée, si mon PC n'est pas organisé, je peux pas travailler. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, c'est gratuit, c'est hyper simple d'utilisation et ça fait partie de Google, donc c'est super accessible quoi. Le dernier point pour mon organisation, c'est Calendly. Calendly, c'est hyper important pour moi aussi parce que c'est là où je centralise tous les rendez-vous que j'ai en visio. Ça me permet en fait de créer une plateforme un peu ouverte où je vais avoir tous mes créneaux disponibles sous. Pour moi, je crois que je l'ai personnalisé à 30 jours si j'ai pas de bêtises, mais tu peux le personnaliser jusqu'à 60-90 jours. Mais globalement, ça me permet d'avoir de la visibilité sur les créneaux qui sont disponibles pour moi. Ça permet aussi aux prospects et aux clients de pouvoir réserver directement des créneaux pour faire soit un appel découverte, soit un appel de suivi. C'est super simple encore une fois, c'est une plateforme qui est entièrement gratuite, mais je crois qu'il y a aussi une fonctionnalité pro. C'est hyper pratique honnêtement et c'est super pro, ça permet vraiment de, je vais pas dire de pas avoir la main là-dessus parce qu'au final t'as quand même la main là-dessus, mais ça permet de pas faire 36 000 allers-retours avec le client ou le prospect pour caler un rendez-vous. C'est directement lui qui va prendre la main en fonction de ses disponibilités, de ce qu'il arrange. Maintenant, on va parler un peu plus technique, je vais vous parler de mon setup et en parallèle aussi, j'ai ouvert une boîte à questions, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai fait un ask sur Insta en story, j'ai demandé aux personnes qui me suivent là-bas, si vous ne me suivez pas là-bas, c'est peut-être le moment, dites-vous que vous auriez pu me poser une question et du coup j'ai réussi pas mal de questions dans cette partie setup. Donc pour vous parler un peu plus de ma machine, je travaille sur PC, il faut le savoir, je travaille sur un PC fixe. Aujourd'hui à date, je ne travaille pas encore sur un PC portable. Je pense sincèrement que je vais commencer à investir dedans parce que du coup je travaille de chez moi et ça me permettrait en fait de pouvoir être un peu plus mobile, de travailler dans des
des cafés, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je travaille de chez moi, donc sur un PC fixe. On m'a posé la question de quelle est ma carte graphique. Donc moi j'utilise la RTX 3060 Ti. En termes de processeur, j'utilise la Ryzen 7 5800X. En termes d'écran, j'ai un écran Asus TUF et un ViewSonic incurvé, donc j'ai double écran incurvé en écran principal. L'Asus du coup qui est en écran secondaire qui est un peu plus penché, pas penché mais ainsi presque, ils sont en haut, en bas. Je mettrai une photo. En revanche je me rappelle plus des références. L'idée d'avoir deux écrans en fait c'est super important pour moi parce que ça m'aide beaucoup dans ma manière de travailler tout simplement. Typiquement ce que je fais c'est que je vais afficher sur mon premier écran le projet sur lequel je travaille et le deuxième ça peut être un appui, des inspirations, quelque chose que j'ai besoin d'avoir sous la main, etc. Enfin voilà, c'est super pratique de travailler sur deux écrans. Voilà, comme je vous le disais, du coup je travaille sur un PC fixe avec une configuration qui est relativement assez solide parce que mon métier fait que j'utilise des logiciels qui sont assez lourds et qui ont besoin de tout ça pour fonctionner. Je suis super contente honnêtement de mon setup aujourd'hui. Je ne pense pas évoluer tout de suite parce que ça fait quelques années maintenant que j'ai ça et je pense que ça va me tenir encore, enfin j'espère en tout cas que ça va me tenir encore quelques années. On va passer à la catégorie 3 qui sont du coup mes outils de création. Moi ce qu'il faut savoir c'est que je travaille exclusivement sur la suite Adobe, l'Adobe Creative Suite. En premier lieu j'ai Illustrator donc pour créer, c'est un peu mon point de départ, là où je mets à plat toutes mes idées, là où je crée mes planches de DA, là où je vais bench, là où je vais faire mes drafts, enfin l'outil on va dire que j'utilise le plus pour travailler le fond, des recherches jusqu'à la conception. Les vecteurs ils me permettent vraiment de créer de manière très libre. De manière générale je dirais que c'est vraiment le socle de mes projets, c'est vraiment mon point de départ quoi concrètement. Ensuite évidemment il y a Photoshop, c'est là où je mets tout en forme. C'est l'outil que j'utilise globalement pour donner vie aux identités, mettre en avant, créer de la structure, ajouter des textures, mais aussi travailler sur des mock-ups, donc des maquettes. Enfin, c'est comme ça que moi j'utilise Photoshop. Je sais qu'il y a plein d'autres fonctionnalités, encore une fois. Globalement, c'est là où vraiment je travaille plus sur la forme que le fond, là où j'essaie de créer une certaine esthétique pour pouvoir soit faire mes posts Insta que vous voyez, soit les présenter à mes clients. J'utilise aussi pour créer et livrer des templates quand il y a besoin dans les prestations, donc typiquement les templates pour les réseaux sociaux. Ensuite, en troisième point, j'utilise aussi Canva. J'utilise surtout pour tout ce qui va être mise en page rapide, les stories que je vais publier, mais aussi pour créer des templates pour mes clients quand l'outil est plus adapté à ses besoins, donc ça va vraiment dépendre en fait de l'aisance du client vis-à-vis de l'outil. Canva c'est hyper simple, c'est super ludique et hyper accessible surtout. C'est gratuit, il y a une fonctionnalité pro que j'ai eu l'occasion de tester qui n'est pas dégueu, honnêtement c'est même pas mal du tout. Évidemment ce n'est pas Photoshop, ce n'est pas Illustrator, mais pour découvrir, avoir une première main dans le métier c'est pas mal. Ensuite, en termes de vidéo, j'utilise Premiere Pro. Pourquoi je vous parle de vidéo? Parce que simplement j'ai une chaîne YouTube maintenant. Tout ce qui va être montage vidéo, je vais le faire sur Premiere Pro, parfois aussi pour mes reels. Je ne suis pas une dada des vidéos de base, mais je trouve que Premiere Pro c'est un outil qui est assez intuitif au final, donc c'est l'outil que j'utilise principalement pour mes vidéos. En termes de coût, je paye la suite Adobe à 35,99€ par mois. C'est un certain coût, c'est un certain investissement, mais en tout cas pour moi, vu la richesse des logiciels qui existent dedans, je trouve que c'est, je vais pas dire c'est vite rentable, mais honnêtement, il y a de quoi faire. Maintenant, je vais vous parler un peu plus des ressources que j'utilise au quotidien, qui va se diviser en plusieurs points différents. Je pense que je vais plutôt juste vous partager mon top 5 pour chaque catégorie, parce que sinon, autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais commencer par les mock-ups, une manière de présenter les identités de manière pro, de manière claire et de manière réaliste, surtout pour pouvoir donner la vision du projet au client. En premier lieu, j'ai Unblast, qui propose des mock-ups qui sont hyper quali, assez réalistes aussi. En deuxième position, il y a MrMockup.com, que j'utilise aussi énormément. Pareil, ce sont des maquettes qui généralement sont hyper quali, hyper pro. Le troisième site de mockup c'est mockupdesign.com, plutôt large bibliothèque en réalité, et les mockups sont super quali. Il faut bien fouiller, encore une fois, il y a des mockups qui sont un peu plus cheap que d'autres, mais de manière générale c'est assez quali et assez réaliste. En quatrième point, c'est un de mes préférés aussi, mais je le mets en quatrième point parce que c'est un peu plus restreint d'un point de vue bibliothèque, c'est minimalmockups.com, assez minimaliste, assez réaliste. Et en dernier, j'ai Pixel Buddha, que j'aime beaucoup aussi parce que pareil, c'est des mockups qui sont quali, réalistes. J'en connais d'autres qui sont payantes pour le coup, c'est Bentito Mockup, je n'ai pas mis dans la liste parce que je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Je sais que ce sont des ressources qui sont super quali et pour le coup, leurs maquettes sont vraiment très réalistes. Maintenant, on va parler un peu plus typo. Les typos, c'est pour moi un des points les plus importants parce que c'est la base de tout. En fait, c'est vraiment la base de la structure d'une identité. En premier lieu, il y a évidemment Google Fonts. Google propose des fonts qui sont entièrement gratuits. En revanche, il faut être attentif parce que de manière générale, pour tous les sites que je vais vous dire, il faut être attentif sur les licences parce que généralement, c'est gratuit pour une utilisation personnelle, mais pour une utilisation commerciale, il va falloir acheter la licence. C'est assez tricky, mais il faut bien lire à chaque fois les notions mentionnées, etc. En deuxième point, j'ai Fontshare, un site aussi 100% gratuit. Troisième point, alors c'est un peu dur à dire, Pangram. C'est un site qui est hyper cool et pour le coup, la DA du site est vraiment bien faite. L'essai est gratuit, encore une fois. La licence commerciale en tout cas est à partir de 40$. Quatrième point, il y a Dafont. C'est aussi une plateforme de typo qui est entièrement gratuite. En cinquième point, et ce sera le dernier, c'est Uncut. Je le mets en cinquième point parce que la bibliothèque est beaucoup plus limitée que les 4 précédents que je vous ai mentionnés.
Maintenant, je vais vous parler des stocks. En premier lieu, je pense que ce n'est sans très grande surprise, c'est Pinterest. C'est un peu ma plateforme de prédilection. Là-dessus, j'enregistre beaucoup. Je trie beaucoup. C'est l'outil qui vraiment m'aide le plus quand je suis en panne d'inspiration. En deuxième point, il y a Cosmos. Un peu le même concept que Pinterest, mais beaucoup plus créatif, on va dire, pour l'inspiration et spécifiquement dans le domaine de la DA. C'est une mine d'or dans le sens où de belles images, t'as vraiment des configurations, des mises en page, etc. Donc pour le coup, c'est beaucoup plus axé DA que Pinterest. Troisième point, sa vie. J'aimais beaucoup il y a quelques mois encore. Le site est vraiment bien fait. Il est hyper propre, hyper quali et les images sont vraiment belles, donc créativement que visuellement c'est très plaisant pour les yeux. Mais ils ont rendu la plateforme payante il y a peu, donc c'est pour ça que j'y vais moins. Après c'est pas un coût exorbitant non plus, c'est à partir de 2 $ la semaine il me semble, mais bon ça reste un coût. En quatrième point et pas des moindres, Instagram tout simplement. Je regarde énormément et je suis beaucoup de comptes créa qui m'inspirent un peu au quotidien. Là pour vous citer quelques exemples, j'ai en premier lieu Luisa du compte Luisa Files. C'est une portugaise freelance designer multidisciplinaire et j'adore ce qu'elle fait. En fait pour le coup c'est vraiment une personne créative. C'est-à-dire qu'elle a un personal branding qui est vraiment incroyable. Elle part en voyage, elle te sort des posts tellement bien faits, tellement bien réfléchis. Elle est hyper inspirante, honnêtement. En deuxième personne, il y a Camille Bolzan, qui est aussi une graphiste et DA, que je trouve incroyablement inspirante. Elle est super créative, elle est spécialisée ces derniers temps. J'ai remarqué dans tout ce qui est packaging un peu food, elle montre tous ses process, c'est vraiment super satisfaisant à voir. Elle est super talentueuse. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'elle va vraiment pour le coup au bout de ses idées à chaque fois, et c'est ça que je trouve vraiment génial. En troisième point, Barbiana du compte Design Barbiana, qui est une graphiste américaine, hyper créative aussi. Dans la même lignée, on a Edgy Katrina, que je suis énormément aussi. Je pense que pour le coup, c'est littéralement une référence dans le milieu. Hyper créative, une storytelleuse en or, vraiment. La cinquième personne, je ne sais pas si je dis bien, excuse-moi, Laura Giraud du compte Nuit et Jour, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais honnêtement, j'adore son univers. Et encore une fois, un peu à la même image que Luisa, ce sont deux personnes qui arrivent en fait à amener de la créativité un peu dans leur quotidien tous les jours, et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, donc pour finir, comme je vous l'ai dit, du coup, je vous ai aussi demandé de me poser quelques questions sur Insta. Je vais en répondre quelques-unes ici. Première question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à devenir graphiste? Pour moi, être graphiste déjà, ça m'a toujours été un métier de prédilection. Oui et non, parce que je pense que ça s'est fait vraiment pour le coup de fil en aiguille. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé plus ou moins créer, imaginer, écrire, raconter des choses, etc. Mais quand j'étais petite, j'étais loin de me dire que être créatif, ça pouvait mener à des métiers. Et en fait, il s'avère qu'en 2018, c'est là où je me suis un peu ouvert, on va dire, à ce milieu-là. J'ai intégré une école de pub, Sub de Pub Paris, pour ceux qui connaissent. J'ai découvert dans un premier temps la communication. Depuis, j'ai développé une certaine, on va dire, sensibilité vis-à-vis des univers de marque, leur façon de faire, leur façon de créer, leur façon de marketer, tout simplement de vendre leurs produits et services. Et très vite, en fait, j'ai compris que l'enjeu allait au-delà même du fait de vendre. C'était surtout un enjeu de susciter une émotion particulière vis-à-vis de sa cible, de son audience, etc. Et je trouvais ça super pertinent. Tout est construit autour de l'identité d'une marque, l'identité stratégique, l'identité visuelle de l'entreprise pour que ça résonne auprès de sa cible. C'est pour ça que très vite, dès la fin de mes études, j'ai créé Mytho Studio. Vraiment en fait allier ces deux parties qui moi en tout cas résonnaient en moi, le fait de créer en racontant. Le storytelling c'est vraiment la base d'un concept d'une marque, d'avant tout de pouvoir raconter et transmettre une histoire. Tout l'aspect visuel ça va après pour moi. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt ça. Je l'ai pas mentionné, j'ai un master en International Brand Strategy and Marketing, du coup à Sub de Pub. Est-ce que je suis autodidacte? Je vais dire oui et non. Est-ce que j'ai appris les bases de la PAO quand j'étais en études sup? Encore une fois, je dirais que ça constitue environ 15% de ce que je sais aujourd'hui. Le reste, honnêtement, c'est YouTube. Et ça continue à être YouTube parce que c'est là où j'apprends le plus. Les réseaux sociaux de manière générale, mais je dirais plus YouTube. Pour moi, le plus gros, c'est surtout d'avoir la curiosité d'aller fouiller. Et encore une fois, juste avoir la patience et la volonté de faire les choses. Et tout suivra. Au final, c'est un peu comme tout parce que quand t'es passionné par quelque chose, t'as envie d'aller plus loin, de fouiller, de chercher, de développer de nouvelles choses à chaque fois. Avant-dernière question, il y en a fini. Qu'est-ce que t'as appris d'être graphiste? Pour moi, déjà, le premier point, et peut-être même le plus gros, c'est le fait d'être indépendante, d'être freelance. La mauvaise nouvelle, c'est que personne n'est derrière toi pour te dire quoi faire. La bonne nouvelle aussi, c'est que personne n'est derrière toi pour te dire quoi faire. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut énormément de force mentale parce que tu dois te gérer toute seule. Concrètement, c'est toi qui vas être sur tous les fronts, sur l'administratif, sur la compta, sur le community management, pour tes clients. Il faut être sur tous les fronts. C'est pour ça qu'il faut avoir de la persévérance, il faut aimer ce que tu fais. Je vais pas dire tout va suivre son compte parce qu'au final non, il faut de la motivation minimum et une certaine discipline, une bonne organisation. Encore une fois, c'est comme tout en fait, j'ai envie de te dire, quand on veut on peut. Ça demande du temps, pas mal d'optimisation, de remise en question, etc. Mais une fois que tu trouves plus ou moins on va dire ton rythme, c'est le plus bel endroit qui soit. Maintenant que ça m'a pris à être graphiste à proprement parler, je dirais la flexibilité, le fait d'être pas conciliante mais de pas prendre les choses personnellement parce qu'au final tu travailles avec des gens, tu travailles pour des gens. Enfin je veux dire, t'es pas exécutante, t'as aussi ton mot à dire là-dessus, mais dans le sens où il n'y a pas qu'un seul point de vue en fait, collaboration avant tout. Je sais pas si c'était très clair mais voilà. Dernière question et ça va être la fin de cette vidéo. Quel est le message que tu aimerais donner à chaque graphiste? Le message que j'aimerais donner à chaque graphiste, à chaque artiste tout court, je dirais, ce serait d'explorer, tester,
d'oser de nouvelles choses. Il y aura toujours de la place pour tout le monde, c'est ça que j'ai envie de dire. Et peu importe ce que tu fais, peu importe ta spécialisation, la niche que tu choisis, forcément il y aura toujours quelqu'un qui fera la même chose que toi, il y aura toujours des concurrences, c'est le marché, c'est la vie tout simplement. Mais une fois que tu arrives à trouver à peu près ta façon de faire, ta patte graphique, ta démarche, la stratégie que tu mets en place pour accompagner tes clients, il y aura toujours une manière de t'authentifier et de rendre ta façon de faire unique, c'est ça que je veux dire. Ça m'arrive encore beaucoup, mais essaie de pas trop te comparer. La créativité pour moi c'est pas une course, c'est un chemin hyper personnel. Je suis encore la première aujourd'hui à découvrir de nouvelles choses et honnêtement c'est là où c'est super chouette, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on fait. Et quand bien même aujourd'hui la vie, l'évolution, le progrès fait qu'on est confronté à l'IA, etc. Pour moi il faut juste tout prendre en main, assimiler tous ces éléments pour pouvoir en faire une force derrière. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça a été assez clair et que je vous ai donné un maximum d'informations sur ce que je fais, sur comment je le fais, sur ma façon de faire, etc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un petit DM sur Insta. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve d'ici à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut!